Bonjour à tous. Je suis ravie de ces 10 minutes qui me sont données pour introduire une thématique qui me tient à cœur. Pour introduire ces échanges qu'on va avoir ensuite, je voulais partager avec vous quelques chiffres et quelques réflexions que j'ai glanées hier en réfléchissant à ce que j'avais envie de partager avec vous. Comme on est à la veille d'une double élection présidentielle, outre-Atlantique, vous savez, et ici, je voulais vous rappeler qu'il y a quelques années, en 2008 de mémoire, Michael Pollan, qui est l'excellent éditorialiste foot du New York Times, que certains d'entre vous connaissent peut-être et que je recommande à ceux qui ne le connaissent pas, avait écrit une tribune dans le New York Times assez longue que vous pouvez trouver, qui s'appelle Farmer in Chief, qui était une tribune à l'attention des candidats à la présidentielle et principalement à l'attention du futur président des États-Unis, donc de Barack Obama, mais on ne savait pas encore. Où il exposait une chose assez curieuse. Il disait finalement, c'est bizarre, le seul sujet dont on ne parle pas, il y a un sujet majeur dont on ne parle pas dans la campagne présidentielle, c'est l'alimentation, alors même que ce sujet-là est complètement déterminant pour tous les autres sujets qui sont présents dans la campagne. Autrement dit, la santé, l'énergie, l'aménagement du territoire, l'emploi, l'éducation, etc. Bon, ça a l'air lointain comme ça, 2008, je vous parle d'un temps. On n'avait même pas de politique nationale sur l'alimentation en France, parce que je crois que ça date de 2010. Donc on peut se dire, bon, bah, tout ça c'était hier. Et aujourd'hui, il y a 2 campagnes présidentielles en cours et on est à peu près au même niveau qu'en 2008. C'est pas très rassurant. Je suis pas sûre que ce soit très différent aujourd'hui. J'ai pas l'impression que le sujet de l'alimentation soit très présent dans la campagne aux US. C'est à peu près certain. Et je ne suis pas très sûre qu'il sera présent, malgré tous nos efforts concertés, dans la campagne française. Et pourtant, le sujet n'a pas bougé. Ce sujet-là est toujours hyper central par rapport à plein d'autres enjeux qui, eux, vont être un peu, quand même, je pense, abordés dans la campagne. Un enjeu social, sociétal autour de l'emploi, un enjeu, évidemment, environnemental, climatique en tout cas, un enjeu sanitaire, on va parler forcément de santé, etc. Je rappellerai que, je sais pas, le taux, je crois, c'est 92 ou 93% des cours d'eau en France sont touchés par la pollution aux pesticides avec des impacts sur la santé qu'on connaît. Évidemment, un enjeu de confiance entre les acteurs économiques, les grandes entreprises notamment, et les consommateurs. Les chiffres, je sais pas, l'ANIA revendique un taux de confiance des Français dans les entreprises agroalimentaires de 55% en 2015. C'est quand même pas, c'est mieux qu'en 2012. Vous allez me dire, c'était 47 en 2012, mais enfin c'est pas top quand même. Et puis évidemment la réputation aussi. J'allais dire des entreprises auprès de leurs futurs salariés, fameuse génération Y ou Z, dont on sait que, en gros, 80%, c'est pas vrai d'ailleurs que cette génération-là, mais enfin, focalisons-nous sur celle-ci, attend des entreprises pour lesquelles elle va travailler un engagement social, sociétal, environnemental, que la plupart du temps, elle ne trouve pas. Voilà. Alors là, c'est assez amusant parce qu'il y a quelques temps, un de mes clients qui est Fleury Michon, qui a failli être là aujourd'hui, si j'ai bien compris, a fait une étude avec l'IFOP. Et dans cette étude, ressortait un chiffre qui fait écho à cette histoire de campagne présidentielle. 80% des Français estiment que ces sujets liés à l'alimentation, au mieux manger, devraient être une priorité dans les programmes des candidats aux élections présidentielles de 2017. J'ai peur que ces 80% de Français soient très déçus. Et l'étude montre aussi que, évidemment, les consommateurs, contrairement à une idée reçue dans les entreprises, quand même, il y a cette idée reçue que les gens se rendent compte de rien, qui ne regardent jamais Cache Investigation, qui ne sont absolument pas au courant des liens entre l'alimentation et l'ensemble des autres enjeux. Bah, évidemment que si, ils sont au courant. Il lit parfaitement une autre étude de ma camarade Eticity cette année, dit 60% des Français privilégient les produits plus naturels, 38% des gens consomment moins de viande, et une partie de l'étude qu'on avait faite avec Good Planet montrait même que pour une partie, ils n'en consomment plus du tout. 89% des Français choisissent leurs alimentations avant tout pour rester en bonne santé, donc le lien qui est montré par l'INRA, aujourd'hui on sait que mieux manger, c'est une façon, je crois, de rajouter 10 ans de vie en bonne santé, d'après une étude qui est sortie l'an dernier, qui rallonge l'espérance de vie en bonne santé de 10 ans. Donc ces sujets-là, les consommateurs en ont parfaitement conscience et de toute façon ont commencé à se réapproprier leur alimentation.
j'ai envie de dire, avec ou sans les marques, avec ou sans les entreprises, et avec ou sans l'accompagnement des pouvoirs publics, accessoirement avec ou sans l'accompagnement des acteurs du numérique aussi, si on ne les accompagne pas. De toute façon, ça se passe. L'étude qui a été faite par l'IFOP pour Fleury-Michon montrait aussi que, alors qu'on nous dit non mais les gens s'en foutent, ils veulent avant tout des prix bas, etc., c'est faux. 3 Français sur 4 sont prêts à dépenser plus d'argent pour des produits de meilleure qualité. Encore faut-il qu'on les convainque du fait que c'est de meilleure qualité et qu'on leur donne l'information qui leur permet de croire que ça l'est. Une large majorité de consommateurs est prête à payer plus cher un produit fabriqué localement, 83%, qui permet de rémunérer justement les acteurs de la filière, 82%, qui est produit sans pesticides, 81%, sans antibiotiques pour la viande, c'est un sujet un peu particulier pour Fleury-Michon, 81%, un produit qui respecte l'environnement, 80%, sans OGM, 77%, certifié bio, 67%. Donc en gros, on est sur des taux qui sont généralisés. On ne peut plus dire raisonnablement que les consommateurs s'en foutent, à part des consommateurs aisés, éduqués, qui seraient comme par hasard rassemblés dans cette salle aujourd'hui. C'est complètement méprisant pour la plupart des gens, et surtout c'est faux. J'ai, moi, la conviction exactement inverse, à savoir que les consommateurs sont très en avance, et sur les politiques, et sur les marques, d'ailleurs. La consommation responsable, et on le voit aussi, l'étude Ethicity de cette année le montrait bien, on voit aussi qu'il y a un basculement. C'est plus seulement... Avant, on disait oui, il faut consommer moins. Alors, on l'a vu sur la table ronde sur le gaspillage, il faut sans doute consommer moins, mais aussi et surtout consommer mieux, c'est-à-dire s'orienter vers des produits plus respectueux de l'environnement, des personnes avec des certifications ou labels, tant qu'à faire, qui garantissent que les allégations ne sont pas complètement pipeaux. La consommation locale, j'en ai parlé, le refus du gaspillage. Évidemment, dans toutes ces études, on voit aussi que les consommateurs ont besoin, envie d'être mieux informés. Accessoirement, si ce n'est pas les marques, les fabricants, les distributeurs qui leur donnent cette info-là, de toute façon, ils la trouveront. On a plein d'exemples internationaux sur les cosmétiques, le textile, etc., qui montrent que si les entreprises ne donnent pas cette information elles-mêmes, et ce n'est pas mes camarades d'Open Food Facts devant moi qui vont me démentir, les consommateurs auront cette info de toute façon, elle viendra d'ailleurs, et tant mieux. Donc sur les étiquettes, les consommateurs veulent voir les informations suivantes. Là, c'est l'étude Ethicity 2016. Présence de la composition du produit, 61%. Origine des produits, 55%. Lieu de fabrication, 53%. C'est la condition sine qua non pour qu'on restaure la confiance, vu que la confiance dans les grandes entreprises est au plus bas. L'étude Ethicity, elle est encore plus trash que l'ANIA. L'ANIA, il dit 55%, Ethicity dit 26%, confiance dans les grandes entreprises. Donc en chute libre. Voilà. Donc tous ces mouvements autour du local, du besoin de transparence, du besoin de traçabilité, du pont avec la santé, de l'envie de se réapproprier l'alimentation malgré le manque de compétences, le numérique peut jouer un rôle, le manque de temps, le numérique peut jouer un autre rôle, sont évidemment des opportunités fortes pour les acteurs du numérique de la food tech. Ça tombe bien puisqu'il y en a plein dans cette salle qui font des choses formidables. Je voudrais juste quand même conclure sur une chose en vous renvoyant à un excellent rapport de la FING qui est sorti récemment sur les transitions. Et ça rebouclera avec la fin de la table ronde précédente. Je pense que, et j'espère que ce n'est pas trop provoque de vous dire ça aujourd'hui dans cette salle, que néanmoins, ce dont il est question là, c'est l'alimentation, et le numérique n'est pas une fin en soi. Je suis désolée pour les acteurs de la tech que ça pourrait... C'est pas du tout une provocation. Bon, d'accord, tant mieux alors. Non, c'est un peu dommage. J'aurais quand même préféré que vous me disiez si c'est une grosse provoque. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas prétendre non plus, et c'est vrai sur l'alimentation comme sur plein d'autres sujets, que le digital est la solution magique à tous les problèmes que nous rencontrons, économiques, sociaux, environnementaux, éthiques, etc. D'une certaine façon, certains, quand même, vous le savez, argumentent même sur le fait que le digital est une des manifestations de notre mode de développement non durable. Mais force est de constater quand même que c'est une force vitale qui attire plein d'innovateurs, d'entrepreneurs, beaucoup dans cette salle, que ça transforme quasiment tous les secteurs, toutes les organisations, tous les territoires. Donc c'est paradoxal, parce qu'évidemment, le digital donne naissance au meilleur, Internet, dématérialisation, peer-to-peer, réseaux sociaux, le printemps arabe, les MOOC, les lanceurs d'alerte et tout ce que vous voudrez. Mais ça donne aussi naissance aux serveurs hyper gourmands, à une industrie qui pèse désormais autant sur le climat que l'industrie aérienne quand même,
que le transport aérien, aux effets rebonds en tout genre, puisqu'on voit bien que les téléservices engendrent plus de déplacements, que le recours excessif aux automates pour soigner les personnes âgées engendre plus de solitude, que la fascination des enfants pour les écrans perturbe la capacité de concentration, etc., etc. Donc, ce que dit le rapport de la FING sur les transitions, que je trouve hyper intéressant, c'est que, en gros, une transition, ça a, si on résume, un chemin et un but. Et que la transition numérique, on voit assez bien le chemin. En revanche, on ne voit pas tout à fait le but, toujours. Et il pourrait être très désirable et pas du tout désirable. À l'inverse, les autres transitions, notamment la transition territoriale, la transition écologique, la transition énergétique, sont considérées comme étant très souhaitables dans leur finalité, mais elles ont en quelque sorte le problème inverse, c'est-à-dire qu'elles savent très bien nous dire où est-ce qu'elles nous emmènent et éventuellement nous donner envie d'y aller. Par contre, elles échouent totalement à nous dire comment on y va. Ce que conclut le rapport de la FING, et je vais juste finir là-dessus, c'est qu'il y a un vrai intérêt du coup à faire se rencontrer ces transitions. C'est aussi l'objectif de cette journée, de cet après-midi. Cette approche-là, elle reste encore sans doute à inventer, cela dit. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Elisabeth Laville.